Au départ à la gare Saint-Charles ce matin, c'était le calme. Et puis soudain, le sprint a commencé. Qu'est-ce qui se passe? On vous a baladé ou quoi? On est en retard. Le train part. Mais pour ceux qui restent statiques, c'était toujours Très compliqué, oui. un seul train déraille et tous les autres sont perturbés. Pour les voyageurs, la facture est salée. Et entre l'hôtel plus le train que j'ai été obligé de repayer, donc j'allais pour 500 €. Moi et ma fille. On fait que repousser, j'espère qu'on va avoir le train. C'est bizarre cette histoire. Bizarre comme histoire en effet. Hier soir, peu avant 18 h, ce train en provenance de Paris est sorti de la voie alors qu'il entrait en gare de Marseille-Saint-Charles à une vitesse de 27 km/h. Et personne n'y semble vraiment préparé. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Suite à un déraillement de la rame de queue. Un déraillement qui n'a fait aucune victime et dont les causes sont pour l'heure encore inconnues. On a juste ressenti que ça tremblait un petit peu, quoi. En fait, on avait l'impression que le train était en train de freiner, en fait. Oui, il freinait. 3 heures après l'accident, dans les trains et sur les quais, les voyageurs rongent toujours leurs freins. Et puis miracle, les premiers trains repartent. On espère, oui. Mais pour d'autres, c'est décidément la malchance jusqu'au bout. Oui, train loupé en fait. Pourtant ça fait 3 heures qu'on attend, mais c'est pas grave. Toute la nuit, les agents de la SNCF travaillent à rétablir la circulation. Pendant ce temps, réveil difficile pour les voyageurs qui ont passé la nuit dans les wagons. Petite nuit, un peu fraîche à cause de la clim, un peu dure avec les lumières, mais ça va. Alors qu'un retour à la normale des TGV est annoncé, un TER sur 2 seulement circule entre Marseille et Aubagne. Et des bus ont été mis en place à Marseille et Aix toutes les 30 minutes. 100 000 personnes seront potentiellement concernées ce week-end par ces perturbations prévues pour durer jusqu'à vendredi prochain. Le retour des quadragénaires chez leurs parents. Les sociologues appellent cela la génération boomerang. Le reportage de Guillaume Petit et Jean-Yves May n'est pas du cinéma. Alors celle-là, ça rappelle des bons souvenirs, ça. Ça, c'est mon premier appart, je suis dans la cuisine. J'avais 27 ans. Pour Olivier, c'était le début de l'indépendance. 13 années plus tard, un licenciement et une séparation contraignent cet ancien jardinier à revenir vivre chez sa mère. Retour au bercail à 40 ans. Ah, là, c'est la chambre de mes 20-25 ans. Quand vous revenez chez les parents, au départ, c'est un échec. C'est un échec parce que vous ne pouviez plus vous assumer. Avec le temps, on se dit qu'on n'est pas fautif de la situation, que c'est un accident de la vie. Une cohabitation qui dure depuis déjà 4 ans. Aujourd'hui, au RSA, Olivier tente une reconversion professionnelle dans le bâtiment. Sa mère l'a accueilli à bras ouverts. On est complices, et on était déjà complices avant. Oui. Je trouve que ça resserre les liens. On mange ensemble. On a repris nos habitudes. Oui, on a repris nos habitudes. Et chacun fait ses petites courses, Voilà. Comme Olivier, 1 300 000 personnes de plus de 25 ans sont retournées vivre chez leurs parents. Près de la moitié d'entre eux ont plus de 35 ans. Les situations sont très contrastées. 1 sur 5 est au chômage, 1 sur 3 occupe un emploi. C'était le cas d'Angélique. À 36 ans, cette mère de famille en CDD a dû tout quitter suite à un divorce. Direction la maison de ses parents avec ses 2 enfants, âgés de 6 et 12 ans. 3 générations réunies sous le même toit et autant de modes de vie à concilier. Il a fallu un petit peu revoir avec les enfants le rythme, des couchers, des levées, les repas également. Et tout de suite, c'est beaucoup plus de monde à table. Ça m'a aidé vraiment à rebondir et puis à repartir tranquille. C'est un moment délicat parce que j'ai vu partir une enfant. J'ai retrouvé une adulte. Donc il restait tout à redécouvrir chez ma fille. Après des mois de galère, Angélique a retrouvé un emploi et un logement. Et Olivier part en formation à Mulhouse. Avec la crise et le chômage, la génération boomerang ne cesse de croître. Ce phénomène a connu une hausse de 20% ces 10 dernières années. La liste de leurs revendications est longue. On a des moyens radio qui datent de 15 ans et on a des locaux insalubres. Dur à porter. Il y aurait tellement à dire, par quoi commencer? Mais plus que tout difficile à exprimer. On a des personnes qui viennent déposer plainte, ils sont hallucinés de voir dans quels locaux on vit, quoi. C'est à visage couvert et anonyme que ces 2 policiers ont accepté de nous parler. À 45 ans, cet homme que nous appellerons Christian exerce son métier à Marseille depuis 25 ans.
Il y a du salpêtre au mur, il y a des cafards dans certains commissariats. On tourne avec des véhicules qui sont bondés. C'est un réseau informatique ou des moyens informatiques qui sont désuets. Ça joue sur notre mental, sur notre condition de travail. À chaque fois, c'est un stress permanent. Le moral en berne et un sentiment d'insécurité dans toutes les têtes. Émilie, policière depuis une dizaine d'années à Vitrolles, s'est retrouvée dans des situations qu'elle n'aurait à peine osé imaginer. On peut arriver à des situations qui peuvent être dramatiques. Moi, il m'est arrivé de devoir quitter un lieu d'intervention dans un quartier assez sensible et d'avoir le véhicule qui ne démarre pas, sans aucun moyen de protection à part moi-même, quoi. Des policiers qui ne se sentent plus représentés et qui s'organisent désormais hors syndicat pour peser face aux directions prises par le nouveau gouvernement. Mais devant le silence de leur hiérarchie, depuis plusieurs mois, les policiers recensent des centaines de photos et vidéos. Bâtiments délabrés, souris, cafards, des couloirs jusqu'au clavier d'ordinateur. Et même un véhicule dans un commissariat de Strasbourg qui cumule plus de 500 000 km. En tête du palmarès des plus mauvais élèves, le commissariat de Coulommiers, suivi par un parc automobile de Strasbourg et un commissariat du 10e arrondissement de Paris. Dans un corps de métier qui n'est pas autorisé à manifester, ce policier à la retraite depuis 3 ans, ex-membre du GIPN, est l'un des seuls à pouvoir exprimer son ras-le-bol à visage découvert. Si nous voulons une sécurité pour les citoyens, il faut une bonne police. Sérieusement, monsieur le ministre, monsieur le directeur général, il va falloir que vous compreniez qu'on parle de sécurité pour les citoyens. C'est pas un caprice de policier. La colère, alors que la situation perdure. Dès 2013, un rapport du Sénat soulignait que 41% des commissariats de police en France étaient concernés par un état de vétusté. Monsanto, poursuivi en justice par une mère de famille. En cause, le glyphosate contenu dans les pesticides commercialisés par la firme américaine. Il serait à l'origine du handicap de son fils. Elle va porter plainte dans 15 jours, une première en France, alors qu'aujourd'hui, Bruxelles se penche sur la question du glyphosate. Frédéric Mazy et Guillaume Petit. Théo n'a que 10 ans, mais s'apprête déjà à subir sa 52e opération. Le garçon qui souffre de malformations à l'œsophage et au larynx vit depuis sa naissance avec une trachéotomie, un trou à la base du cou, seul moyen pour lui de respirer. Une différence qu'il apprend à gérer avec ses parents pour concilier une scolarité presque normale et des hospitalisations régulières. Donc on commence par l'échographie. Je m'essouffle beaucoup. Par exemple, le sport à l'école, quand on fait de l'endurance, je peux pas tellement. Il n'a pas de colère, et ça, on est heureux de ça. La colère, on l'a nous, mais on essaye que lui ne l'ait pas. Une colère lancinante, ravivée à chaque fois qu'elle foule cette herbe, là où tout, selon elle, aurait commencé. En 2006, Sabine est enceinte lorsqu'elle affirme avoir passé du désherbant contenant du glyphosate dans sa carrière d'équitation. J'étais enceinte de 3 à 4 semaines et donc je ne le savais pas. Et c'est pile à ce moment-là que se formaient les organes qui après ont été mal formés chez Théo. Un produit vendu en termes marketing comme inoffensif à l'époque. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire quand il va se rendre compte que c'est parce que sa mère a passé du produit qu'il se retrouve dans cet état. Il m'a dit, mais de toute façon, maman, tu savais pas. Pour les parents de Théo qui comptent porter plainte, il va falloir désormais prouver le lien entre ces malformations et le glyphosate. En face, le fabricant Monsanto, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, part avec un argument de poids. Le produit est pour l'heure autorisé. Bruxelles souhaite même qu'il le soit encore 10 ans. La France s'y oppose, sans pour autant vouloir l'interdire complètement. Les parents de Théo le savent, le combat qui s'ouvre sera long. Elle a combattu les méchants dans les films à succès de Wes Craven ou Quentin Tarantino, les démons dans la série fantastique Charmed. Mais c'est son démon à elle qu'elle a fait dégringoler, le producteur Harvey Weinstein, celui dont elle ne veut pas prononcer le nom. Sometimes I can say it, and it's my choice. People have said his name to me as a weapon for so many years, and his name is so ugly. I got robbed of a career, as did many of us. I got robbed of my image. This monster has affected every part of my life, and continues to do so. It's not done. À 44 ans, Rose McGowan est changée. Avant toutes les autres, elle a tenté d'alerter. Hollywood a détourné le regard. People on the street in Hollywood would come up to me and say, "Hey, have you gotten any good Weinstein scripts lately?" And wait for my reaction, just to see, because they all knew. It forms a kind of hatred for lies, and that town is built on that. And those are the people making films that go into the thought that's in your head.
Si Rose McGowan est à Paris aujourd'hui, c'est pour assister au lancement de Maintenant on agit, un mouvement créé par la Fondation des femmes et soutenu par une centaine de personnalités françaises, comme Vanessa Paradis, Julie Gaillet, Leila Slimani ou Léa Seydoux. The fact that it's moving into France, a very, say, old-fashioned country in a lot of ways, it can affect change everywhere. Everybody knows the bad guy at work, so get them out. And people say, oh, they lost their job. And I say, no, they raped. Il y a beaucoup de femmes en France qui ont dénoncé des faits d'agression sexuelle. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, ces associations-là n'ont pas les moyens de les accompagner correctement. Recueillir des fonds sera justement l'objectif de cette fondation. Un ruban blanc comme symbole, comme une page blanche de l'histoire du féminisme à écrire. Bonne nouvelle, vous pouvez ranger vos photos estivales dans votre téléphone pour en reprendre de nouvelles. Un été indien s'apprête à surprendre l'ensemble du territoire pour les 3 prochains jours. Sur la côte atlantique, à Andernos-les-Bains, on s'attend à des pointes à 30 degrés. À ranger au placard également les pantalons et les soupes. Profitez en passant, messieurs, dames, il y a du melon encore. Car sur ce marché, c'est le melon qui joue les prolongations. Ils sont encore sur les produits d'été, je pense, ouais. Ils ont encore envie de manger frais. Un regain d'activité pour les commerçants et l'occasion de muscler son programme pour le week-end. Il y en a beaucoup qui partent en bateau, on fait des apéros sur les plages, dans les jardins, sur les terrasses. Donc c'est plus qu'estival, c'est un super été indien. Car côté température, comptez sur une moyenne comprise entre 18 et 25 degrés au nord, 23 et 28 au sud, soit 5 à 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. À Marseille, sur les plages, ce matin, on croisait 3 types d'habitants qui en profitaient déjà. Les plus courageux y sont allés sans hésitation, ou presque. Alors, comme d'habitude, le mois de septembre, c'est toujours superbe. Et là, ça se prolonge sur octobre. Faut arriver à rentrer, mais ça va, quoi. Quand d'autres ont préféré rester à la surface. C'est le bonheur, le bonheur. Et on préfère qu'il y ait un peu de vagues quand même, pour pouvoir surfer. Et puis il y a ceux entre les deux qui sont dans l'eau, mais chaudement vêtus. Il fait bon, il fait beau. D'ailleurs, même j'ai eu chaud avec ma combi, donc j'ai hâte de l'enlever. Des cartes postales collector au vu des records de douceur pour cette mi-octobre. Il roulait depuis l'Italie quand ce chauffeur routier a été stoppé net. À 2 km du dépôt, on est bloqué. C'est dur, hein. Dur comme cette neige qui est tombée. Et face à l'impatience qu'elle a suscitée, certains se sont agacés. Ça fait 1h15 qu'on est sur la route. Avant de relativiser. Oh, les gens sont cool, sont sympas. La vie est belle. On est au chaud, on a du café. Et du café, il en a fallu pour rester éveillé. Même bloquées, ces joueuses de rugby en retard pour leur match ne se sont pas dégonflées. On y va quand même, on y va quand même. Dans le sud-est, la neige a laissé de longues heures d'attente sur son passage. Il en est tombé de 5 à 15 cm sur ces départements, jusqu'à 17 à Brignoles dans le Var. Résultat, chaussée verglacée et circulation rendue difficile sur de nombreux axes routiers. L'autoroute A8 a par exemple été bloquée sur plus de 90 km. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes étaient priés d'arrêter de circuler. Mais quelques heures plus tard, ils étaient encore là. Et les automobilistes avec. On a fait 3h30 sur l'allée et là on va voir. On vient de Martigues, on va dans le Var et voir un peu la famille, mais comme on est passé par l'autoroute, on est bloqué. Mais cela aurait pu être pire. Surpris, certains automobilistes ont terminé leur route dans le fossé. Des habitants pas forcément préparés. Franchement, c'est la catastrophe. Une voiture, 2 voitures dans le fossé, 3. On n'a pas l'habitude de conduire sous la neige dans le Var. On n'est pas habitué. En fin d'après-midi, les restrictions de circulation ont été levées. Mais dans le Var, quelques centaines de foyers restaient encore sans électricité.